Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. On les a surclassés, carrément. Les joueurs niçois euphoriques hier soir dans les vestiaires après leur victoire contre l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui vous plaît, messieurs, dans cette méthode d'Igor à Nice depuis plusieurs matchs? Grégory, Benjamin, Alexis? Alors, moi, ce qui m'a vraiment impressionné hier côté niçois, c'est en fait la maîtrise en deuxième mi-temps après le but, parce qu'il y avait quand même une grosse pression marseillaise, et on les a jamais trouvés paniqués. Ils ont toujours essayé de ressortir les ballons proprement, ils ont toujours été offensivement saignants sur leurs attaques, et on sentait pas une équipe vraiment pressée, alors que franchement, beaucoup ont pensé que Marseille égaliserait. Ce qui montre que Marseille d'ailleurs n'a pas fait un mauvais match. Mais donc les Niçois, ça m'a vraiment impressionné. Todibo, qui est quand même parti à Barcelone, c'est pas un hasard non plus. Barcelone, ils vont pas recruter des mauvais joueurs, mais on voit que c'est un joueur qui, avec Dante à côté, prend vraiment d'envergure importante. Donc voilà, donc Digard, je pense que, en tout cas, a remis les têtes à l'endroit. Ouais. Sans parler tactique, mais a remis les têtes à l'endroit à Nice, et Nice va compter dans la deuxième partie de saison. Grégory Schneider. Il a ressuscité des mecs. Il a ressuscité Schmeichel, il a ressuscité Laborde, il a ressuscité Ramsey. Ramsey, on a quand même vu son fantôme pendant 4 mois. C'est-à-dire qu'en fait, ces joueurs sont redevenus ce qu'on était en droit d'espérer d'eux. Schmeichel, c'est un mec à 80 sélections en équipe danoise. Arrive un moment, tu peux quand même être assez sûr de la valeur du joueur. C'est-à-dire que je ne sais pas par quel prix, ça s'est sans doute joué entre, mais plus que son travail tactique ou comme ça de loin. Enfin, Mathieu Faure en parlera mieux que moi puisqu'il est en. Ça va venir dans quelques secondes. Mais c'est la manière dont il a remis ces joueurs dans le coup. En fait, moi qui m'étonne. C'est plus un travail sur le joueur, 1, 2, 3, 4, 5 qu'un élan collectif. C'est ça qui séduit en tout cas. Alors évidemment, on n'est pas dans les coulisses, mais on voit qu'il a un rapport très, très proche avec les joueurs. C'était sans doute sa position d'adjoint qui lui permettait avant d'avoir cette position. Et c'est ça, il a redonné confiance en ayant identifié sans doute avec Favre ce qui n'allait plus. Et pour l'instant, il le donne aux joueurs. Alors après, du coup, il est passé numéro 1. Donc maintenant, la position il est passé numéro 1. D'ailleurs, c'est pas tout à fait définitif. Mais en tout cas, actuellement, il est toujours numéro 1. Donc sa position va changer. Ça va être intéressant de voir comment il se met dans ce nouveau poste. Mais en tout cas, la proximité des joueurs. Hier, les accolades qu'il a avec chacun après le match, à la sortie, ça, c'est intéressant. On sent que c'est quelqu'un qui est encore très proche des joueurs. Même en âge, il est très proche d'eux. Il est plus jeune que avec beaucoup de contrôle et de mesure aussi dans sa manière de communiquer. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, mais il paraît que il sait pousser des coups de gueule quand il faut. C'est Rard qui disait dans les vestiaires, il s'était pris une belle soufflante aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un d'intéressant. On a envie de voir quel est son secret de fabrication, quoi. Bonsoir Mathieu Faure. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à Nice Matin et SoFoot. Vous êtes spécialiste de l'OGC Nice et du Paris Saint-Germain. Vous êtes notamment le co-auteur du livre officiel des 50 ans du Paris Saint-Germain paru en 2020 aux éditions Solar. Nice a pris 13 points lors de ces 5 dernières journées. Aucune équipe n'a fait mieux. Mathieu, c'est quoi la méthode d'Igor ? Déjà, il y a aussi une énorme différence avec Lucien Favre qui était complètement... Déjà, c'est jamais souvent réussi quand on revient dans un ancien club. Ouais. Donc là, ça s'est avéré encore une fois le cas. Et puis, je pense que Lucien Favre, il était complètement déconnecté de la nouvelle génération de joueurs qui n'est pas du tout celle qu'il a connue, qui n'est pas du tout celle non plus forcément qu'il affectionne. Et du coup, il savait pas tellement comment prendre ce groupe. En plus, il n'avait pas le même staff technique que lors de son premier passage. Il y avait clairement une rupture dans le vestiaire avec le coach. Je sais pas si on peut parler de rupture, mais il y avait une incompréhension, quoi. Les joueurs ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient. Lui, il comprenait pas comment fonctionnait ce groupe. Il n'avait pas de ressort. Il savait pas comment comment faire changer les choses, quoi. Et donc Digard, qui est quelqu'un qui connaît en plus très bien Nice, qui a une certaine aura, un certain charisme. On n'est pas du tout dans le même type d'homme que Lucien Favre. Déjà, Didier Digard, il est né en 86, donc par exemple, je crois qu'il a 3-4 ans de moins que Dante. Il est plus jeune que Schmeichel. Donc c'est un discours complètement différent. Et puis il a une vision du foot qui est forcément aussi différente de celle de Lucien Favre. Puis donc voilà, c'est un groupe qui avait besoin qu'on lui rentre un peu dans l'art, qu'on l'aime autrement, qu'on l'affectionne autrement. Mathieu, vous évoquiez à l'instant Kasper Schmeichel, dont a parlé également Grégory Schneider il y a quelques minutes. Comment vous expliquez ce changement, lui qui avait été souvent malheureux en début de saison? L'équipe nous apprend ce matin qu'il avait des relations compliquées avec une partie de ses coéquipiers.
Comment vous expliquez le fait qu'il revienne au premier plan parmi les meilleurs joueurs de Nice, au moins hier soir? C'est toujours le cas. C'est un joueur qui a quasiment joué uniquement en Angleterre, donc qui n'était pas vraiment sorti de ce pays, qui même s'il est danois, mais c'est un pays dans lequel son père a joué, a eu une carrière extraordinaire. Donc c'est toujours difficile quand un joueur sort de son cocon, de sa zone de confort et arrive dans un nouveau projet. Quand vous passez de Leicester à Nice, c'est quand même un changement radical de vie. Et puis le projet Ineos, là il commence un peu il entre un peu dans sa deuxième phase là, avec des recrutements à des postes clés. On pense à Jean-Paul Blanc, au directeur sportif de Lens, au manager général de Lorient. Donc on avait l'impression que le club tâtonnait alors qu'il y avait d'énormes moyens financiers. Et là, on est vraiment passé dans une phase où on commence à mettre des hommes idoines, pas forcément des noms, mais des gens qui sont dans le même profil. Et on recrute intelligemment. Et Kasper Schmeichel, il a 6 mois de Ligue 1, il commence à un peu mieux connaître le championnat, un peu mieux connaître ses coéquipiers, l'environnement. Et puis peut-être que l'arrivée aussi de Didier Digard lui fait du bien et que il commence à prendre conscience d'où il est arrivé en fait. Mathieu Faure, 2 questions, de Benjamin puis d'Alexis. Oui, Mathieu, en effet, vous l'avez évoqué déjà, mais je voulais revenir sur la place de Ghisolfi dans ce renouveau niçois. Typiquement, le recrutement de Nice, de Mofi, qu'ils ont été arrachés à l'OM, semble montrer une vraie cohérence, un vrai recrutement, un besoin précis qu'ils avaient dans le jeu et qu'ils ont été chercher au nez à la barbe d'un grand club comme l'OM. Donc, je voulais un peu avoir votre avis sur, effectivement on parle de Digard et c'est tout à fait normal, mais quel est le crédit qu'on peut donner à Ghisolfi sur ce renouveau qu'on sent depuis plusieurs matchs de l'OGC Nice? Il est forcément majeur, parce que quand on voit le mercato d'été qu'ils font, où il y a beaucoup d'incohérences, on va chercher des latérales gauche remplaçants à Fulham qui jouent pas, des défenseurs centraux de D2 anglaise qui est danois, enfin il n'y a pas de logique, le Carandi Delors qui est un peu incompréhensible, on perd Gouiri pour Laborde au début, on comprend pas trop ce qu'ils font, donc il y avait vraiment un besoin d'une direction en fait, d'un homme qui a une idée précise de ce qu'il veut faire comme projet sportif, parce que je pense qu'on se rend pas bien compte, mais je pense que intrinsèquement c'est l'équipe le plus de moyens financiers en France et en Europe, sauf que c'est Nice, donc on peut pas mettre autant d'argent qu'on veut, mais il y a des moyens financiers exorbitants. Il faut juste bien cibler. Et je veux dire, ils ont quand même mis 30 millions d'euros sur Terem Moffi, qui est un super joueur, mais c'est pas dans l'habitude de Nice. Ils ont mis 20 millions sur Sofiane Diop, donc il y avait vraiment un besoin de cibler les bons profils, les bons joueurs. Et quand on voit le travail qui avait été fait à Lens, l'idée c'est pas forcément de dupliquer ce qui a été fait à Lens, mais d'ajouter une vraie cohérence dans le projet. Et là aujourd'hui, quand on voit un peu la colonne vertébrale de l'équipe, Todibo, Thuram, Boudaoui, Diop, je veux dire, il y a des jeunes joueurs extrêmement talentueux, Mofi, tout ça c'est des joueurs qui ont moins de 25 ans. Après vous avez des joueurs cadres qui les encadrent, Schmeichel, Dante, Ramsey. Donc c'est un projet qui est en train de rentrer dans une phase cohérente. Et là ce qu'ils vont avoir besoin, c'est de faire une saison entière. L'année dernière ils avaient très bien commencé, ils ont mal fini. Ils perdent la finale de Coupe de France contre Nantes, qui a été un vrai coup d'arrêt. Ils changent de coach. Donc là, il y a une sorte d'assise interne qui a été avec un organigramme qui est très défini et extrêmement compétent à des postes clés. Avec aussi Jean-Claude Blanc qui arrive. Voilà. Et Jean-Claude Blanc, physique aussi. Il va être dans Ineos, Jean-Claude Blanc, donc c'est un peu au-dessus, mais c'est une valeur ajoutée énorme pour Nice. 2 questions, Mathieu Faure, pour terminer avec Grégory Schneider et Alexis. Grégory, juste savoir ce qu'il pense de la saison de Ramsey, parce que c'est assez énigmatique de vue d'ici, son début de saison énigmatique, son invraisemblable regain les tout autant. Qu'est-ce qu'il pense de sa trajectoire cette année? Mathieu Faure. C'est un recrutement qui est un peu bizarre au départ, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils font Ramsey parce que c'est un nom, un peu comme Ross Barkley, c'est des joueurs, c'était le directeur sportif entre guillemets intérimaire anglais là qui a surtout ciblé sur le marché anglo-saxon et qui a pris un peu des joueurs avec des CV. Voilà, Ramsey, je sais plus combien la sélection Pays de Galles, ça va être pas loin de 100. Il était un peu en perdition à la Juve, mais c'est un sur le papier, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui est pas si vieux que ça, mais qui est sujet à de nombreuses blessures et pareil, qui débarque dans un projet qu'il comprend pas trop. Je ne sais pas trop si lui, au départ, il était vraiment sensible au projet sportif. Après, il a dû être sensible à d'autres arguments. Et puis, il a eu ce retour de Coupe du Monde qui a été très difficile, puisque pendant
Pendant longtemps, on ne savait pas où il était. Lucien Favre disait qu'il avait besoin de digérer la déception et en gros, il a un peu séché la reprise de l'entraînement, quoi. Donc pendant ce moment-là, est-ce qu'il a fait une sorte d'introspection? Est-ce qu'il s'est ressourcé? Je sais pas, mais là, il a déjà retrouvé des moyens physiques. C'est un joueur qui a besoin d'être bien en forme pour exister. Donc peut-être que la concurrence lui fait du bien, mais c'est sûr que quand vous cherchez des résultats et que vous avez un Aaron Ramsey qui est bien, ça peut faire que du bien dans votre rotation. Merci beaucoup Mathieu Faure d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Nice Matin et à SoFoot. Je rappelle que vous êtes également le co-auteur du livre officiel des 50 ans du Paris Saint-Germain paru aux éditions Solar. À très bientôt dans Classico. Bonne soirée. Merci, au revoir. Messieurs, il est l'heure de jouer dans Classico. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Grégory Schinner, est-ce que tu es prêt? Oui, tout à fait. Alexis, est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt, mais Benjamin, Ben a déjà fioté les réponses. Benjamin, Je suis un peu inquiet. alors, parce que vous allez jouer, messieurs, sur la carrière de Didier Digard au Paris Saint-Germain. Digard signe au Paris Saint-Germain à l'été 2007. En provenance de quel club? Le Havre. Un point pour Alexis. Formé Le Havre, déjà. Un point pour Alexis. Combien de saisons jouera-t-il au Paris Saint-Germain? Deux. Alors attendez. Benjamin, Deux. Bah, deux aussi. trois. Une seule. Oh là là Putain, le mec qui se fait pas assez confiance, c'est ouais. insupportable. Combien de matchs Je l'ai dit, avec hein. le Paris Saint-Germain? Ah bah oui, mais tu l'as dit. Titulaire? Non. Il est en train de jouer ou titulaire? Une saison. 17. 17 Ouais. à ma droite pour Alexis Visan. 22. 22. 24. 24 qui a dit 17. Bon, c'est Alexis 19. 2-0. Combien de buts marqués en 19 matchs donc? De but. Des buts marqués. 2. Ouais, je crois que c'est deux aussi. Là. Allez, 3. 3. Je veux dire 0. un. Ouais. Il démarre comme titulaire avec le Paris Saint-Germain contre Sochaux au mois d'août 2007. Le match se soldera par un triste 0-0. Comment s'appelle alors le coach de l'équipe parisienne? Premier qui trouve à En gagner. 2000 quoi? 2007. Bergerot. 2007? Ouais. Non, 2007. C'est pas Vaïd? Vaïd. Ah non, Aliouzic. Lacombe, c'est Lacombe. Il aurait pu être coach. N'oubliez pas. Aliouzic. Grégory. Aliouzic. Non, Paul Le Guen. Quel titre remporteront les Parisiens cette saison-là, 2007-2008? Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, Benjamin. Très bien. Qui contre eux? Lance. Lance. Bien joué, Alexis. Mais le point Merci. est pour. But de Alexis. Bernard Mendy Non, sur mais PSG. c'est terminé, c'est terminé. Victoire contre le RC Lens 2-1. Qui est alors l'entraîneur des Lensois? Joël Muller. Non. Franck Dumas. Non. Je l'avais oublié, hein. J'ai vu ça tout à l'heure, j'avais oublié. Bah ouais, comme Alors la moitié des réponses. Hein. Gillot. Non. C'est Gillot. Jean-Pierre Papin. Ça Eh va ouais. durer longtemps, ça. Eh ouais. Côté parisien, c'est Pedro Miguel Paoletta qui ouvrira le score pour le Paris Saint-Germain. Tu as dit tout à l'heure que c'est Mendy qui marque je me pas trompe sur de match, penalty. alors. Ouais, C'était non mais c'est ça. Le 2 et le Ah ouais, 2-1 c'est c'est ça. Mendy. Mais qui marquera l'égalisation côté lensois? T'es vicieux. Mais qu'est-ce que t'es vicieux? Ah, à l'époque, Papin. Un grand joueur. La musique de fond est sympa en tout cas. Voilà. C'est un l'un grand des joueur. hymnes de la En Coupe du Monde. 2007. C'est sympa. En 2007 à Lens. D'Archeville. D'Archeville. Il a joué à Lens, D'Archeville? Mais non. Quoi? Grégory D'Archeville a fait pas ça. joué à Lens? Non. Je l'ai pas là. Morera. Non. Bah, j'ai pensé à Montréal, mais c'était avant 99. C'était avant. Non, c'est un joueur qui a fait une très belle carrière dans 2 autres grands clubs français, qui termine à Lens, si je dis pas de bêtises, mais qui Termine à Lens. Un attaquant? milieu offensif. Milieu offensif. Sibierski. Sibierski, Ouais, voilà, comme ça. avec une belle reconversion dans les médias, mais pas que. Il est dans le vin maintenant. Lasland. Non. Il est dans le vin, il y a pas beaucoup. Mikou? Je crois que Non, il joue pas là. Pas à Lens, je sais pas, tu me perturbes. Non. Non. Non, Eric Carrière. Carrière. Eh ouais. Quelques années plus tard, Didier Digard racontera l'anecdote suivante dont il va vous falloir trouver le principal protagoniste. Je cite cette interview parue dans l'Équipe. La saison était catastrophique et les supporters étaient venus au club. Ce joueur sort pour leur parler. L'été d'avant, il avait failli signer à Lyon. Il reste et au final, il se retrouve avec un beau contrat à Paris, donc il sort. Et au lieu de défendre l'équipe, il dit à un jeune « Mais regardez, je suis là alors que j'aurais pu signer à Lyon. » Là, le jeune le regarde et lui dit « Je t'arrête tout de suite. Tu n'aurais pas joué à Lyon. Ben Arfa, il est 100 fois meilleur que toi. Ah. » Quel est le joueur dont parle Didier Digard? Roten. C'est une phrase à la Roten. Eh ouais. Au mercato 2008, Didier Digard quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre un club anglais. Lequel? Sunderland. Non. Je vous aide. Un joueur où a joué... Un club. Un club où a joué Ravanelli. Middlesbrough. Bien joué, le point pour Alexis.
3-1. Il expliquera plus tard avoir quitté Middlesbrough en raison de l'incapacité à comprendre le discours de son coach anglais, Gordon Strachan. Je ne comprenais absolument rien. Strachan, je connaissais pas. Voilà. Je ne comprenais absolument. Quand je connais pas, je dis. Je ne comprenais absolument rien de ce qu'il me racontait, expliquera Digard. Je ne peux même pas dire si c'était bien ou pas, si c'était de l'anglais ou non. Ça a duré presque 2 mois. J'étais en Angleterre depuis presque 1 an et demi, donc je commençais à m'en sortir. Mais sincèrement, je pense qu'il disait n'importe quoi. On était très bien avant qu'il arrive et avec lui, on n'a fait que perdre. Comment s'appelait le prédécesseur de Strachan sur le banc de Middlesbrough? Il est très connu. Il est très connu, ouais. C'est pas l'année où Middlesbrough fait une Coupe d'Europe, là, fait une finale, ils ont fait une finale pas loin de ça. Il officie encore? Ouais, pas en club. Très connu. Steve Clark? Non. En sélection alors? Roy Hodgson? Non. J'aurais dit ça. T'as tout dit là, fini. Je sais pas. C'est un anglais ou pas? C'est un anglais en sélection. Bah, je sais pas, Southgate, non? Voilà. Oui. 2 points pour Benjamin, 1 pour Grégory, 3 pour Alexis. Après, c'est la dernière question, elle vaut donc 3 points. Après son départ, il se dira, content du parcours du Paris Saint-Germain, même si mon meilleur pote, dira-t-il, joue à l'OM, qui est, à l'époque en tout cas, le meilleur pote en question de Didier Digard. Mandanda, main droite pour Alexis. Formé au Havre tous les deux, c'est pas ça. Non. Il est fort. Souley Diawara. Souleymane Diawara. Benjamin, t'abandonnes, t'as bien raison, c'est Alexis. Et la victoire d'Alexis Vizan, bravo. Digard, le centre de formation. Il est payé pour ça, c'est l'encyclopédie de l'émission. Il aurait pu être entraîneur, sélectionneur. Il est payé que pour ça. Il est chroniqueur dans Classico, il faut le remercier. On enchaîne.